Bonjour à tous, merci à tous ceux qui sont en train de se joindre à nous. Donc, si vous étiez présents à la session précédente, donc vous avez entendu que notamment en Europe, un des défis était lié, un des défis principaux pour les commerciaux, les vendeurs était lié à la digitalisation. Donc, c'est le thème que nous allons aborder dans le cadre de cette table ronde avec un regard croisé entre praticiens, professionnels qui eux-mêmes aussi observent cette digitalisation assez forte des processus de vente. Et puis deux collègues de l'EM Strasbourg qui ont aussi par ailleurs travaillé sur ces problématiques et qui pourront vous présenter leurs travaux de recherche et leurs résultats. Je vous invite, si vous avez des questions, à les poser plutôt par le chat et puis on pourra, en fin de table ronde, on pourra reprendre quelques questions. Alors, s'il y en a beaucoup, peut-être que nous n'arriverons pas à toutes les traiter, mais on essaiera de répondre quand même aux questions que vous vous poseriez si vous souhaitez challenger les intervenants ou avoir un petit peu plus d'informations sur des exemples ou des cas qu'ils vont présenter. Donc voilà, normalement, vous avez tous accès au chat et vous pourrez tous écrire vos questions si besoin. Alors, nous avons déjà 70 participants avec nous, donc je vous propose que nous puissions démarrer et la session est enregistrée. Vous avez dû avoir peut-être aussi un message sur votre écran qui vous précise que la session est enregistrée. La Fédération de la vente directe et puis aussi l'EM Strasbourg souhaiterait pouvoir mettre à disposition les échanges de table ronde à leurs parties prenantes respectives. Donc si vous ne souhaitez pas figurer dans la vidéo, bien sûr, vous pouvez laisser votre caméra éteinte. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on ait quand même du contenu aussi qu'on puisse après valoriser. On a aussi tous les étudiants de l'EM Strasbourg qui se spécialisent sur ces questions du management commercial. Donc voilà, ce seront aussi du contenu auquel ils pourront avoir accès par la suite. Donc, je suis Jessie Palude, je suis moi-même professeure à l'EM Strasbourg sur la thématique du management des systèmes d'information et notamment mes travaux de recherche portent sur l'adoption des technologies, l'acceptation et l'adoption des technologies. Et donc, comme je vous le disais, je suis accompagnée de 4 experts aujourd'hui pour cette table ronde et je propose que chacun puisse se présenter, notamment votre nom, votre fonction, votre entreprise également ou organisation. Et puis, quelques mots peut-être d'introduction sur ce que vous faites en matière de digitalisation. Alors, on peut peut-être démarrer par nos experts professionnels. Je vais donner la parole à Monsieur Ecker pour qu'il puisse se présenter. Puis ensuite, ce sera le tour de Monsieur Weibel et puis Lauriane Schmitt. Et on finira avec Romain Franck pour la petite session de présentation-introduction. Parfait, alors je vais démarrer. Merci beaucoup encore une fois pour l'invitation. Bonjour à tous. Je reconnais certains visages à la caméra. Bonjour Monique, bonjour Marie-Claude. Alors pour me présenter, Benoît Ecker, moi je suis le directeur général de la filiale d'Herbalife Nutrition pour la France et la Belgique. Herbalife, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, on est une entreprise, comme son nom l'indique, de nutrition. On propose à nos consommateurs des compléments alimentaires et de retrouver un mode de vie sain et actif avec la pratique de sport, d'une bonne alimentation et des compléments alimentaires. Ce qui fait peut-être aussi donc, la particularité, c'est que notre réseau de distribution est uniquement composé de distributeurs indépendants. Donc, on n'est pas en vente sur Internet, on n'est pas en grande surface, on n'est pas en parapharmacie ou pharmacie. C'est une volonté stratégique d'apporter ces compléments alimentaires et de le faire de personne à personne, je dirais, avec nos distributeurs, coachs qu'on forme. Et par rapport à la problématique, Madame Palude, que vous soumettiez avant sur la digitalisation des fonctions commerciales, en fait, nous, on a à la fois notre communication en tant que compagnie vers nos distributeurs et nos distributeurs avec les clients. Et aujourd'hui, je pense que c'est peut-être plutôt de cette relation-là dont je vais vous parler un petit peu plus tard dans nos échanges, donc entre nos distributeurs et le consommateur final, où là, ça s'est fortement digitalisé, mais j'y reviendrai après. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ces éléments d'introduction. Du coup, Mathieu Weibel, je vous laisse également vous présenter. Yes, merci. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc, moi, Mathieu Weibel, je suis ancien diplômé de l'EM Strasbourg. Il y a un peu moins de 10 ans maintenant en marketing et vente avec le programme Grande École. Et je suis depuis quelques mois, un petit peu plus de quelques mois maintenant, PMM, donc Product Marketing Manager chez Divalto. Alors, un PMM, qu'est-ce que c'est en quelques mots peut-être? Mes fonctions chez Divalto, ça va être
réellement être d'analyser, de comprendre le marché du CRM, de définir finalement notre proposition de valeur autour de cette offre, de faire évoluer son marketing mix également, et puis de collaborer avec tout un tas d'acteurs en interne ou en externe autour de campagnes de communication, d'éléments marketing, vraiment de faire vivre cette offre, de définir la roadmap du produit et de travailler avec également notre réseau de partenaires. Alors, peut-être pour expliquer en quelques mots ce qu'est Divalto, c'est une société qui est donc basée à Strasbourg, qui est éditrice de solutions ERP et CRM depuis plus de 40 ans maintenant. Voilà, on aura l'occasion effectivement de discuter digitalisation du processus de vente, puisque c'est notre quotidien, que ce soit auprès de nos clients ou de nos collaborateurs. Ce qui est intéressant de noter, c'est aussi qu'on est donc éditeur et intégrateur en partie, puisqu'on va se reposer sur un réseau de partenaires d'intégrateurs qui vont pouvoir commercialiser et intégrer nos solutions. Mais on va également gérer en interne ce cycle de vente avec nos propres processus et nos propres étapes. Donc voilà en quelques mots pour la présentation. Très bien, merci beaucoup. Du coup, Lauriane Schmitt. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lauriane Schmitt, je suis enseignant-chercheur à l'École de management de Strasbourg et responsable de la spécialisation négociation et management commercial. Donc j'ai été moi-même commerciale avant de poursuivre ma carrière académique et actuellement mes travaux de recherche portent plus précisément sur l'utilisation des réseaux sociaux dans les pratiques de vente des commerciaux B2B. Donc, ça va être un peu plus orienté B2B. Mais dans le cadre de cette table ronde, j'interviendrai donc plutôt sur les thématiques social selling et sur la vente B2B et l'utilisation des réseaux sociaux, qui est plutôt mon sujet d'expertise. Parfait, merci Lauriane. Et enfin, donc Romain Franck, qui est aussi un collègue de l'EM Strasbourg. Donc, bonjour à toutes et à tous. Comme Lauriane, enseignant-chercheur à l'EM Strasbourg en négociation. Je suis un ancien ingénieur commercial en SS2I, pour lequel j'ai vendu entre autres des CRM pendant plusieurs années. Et donc j'ai naturellement orienté mes recherches sur les commerciaux et les nouvelles technologies justement pour les forces de vente. Donc un peu comme Lauriane, un peu plus orienté B2B, mais l'avantage des technologies d'aide à la vente, c'est que c'est, on va dire, multidisciplinaire. On a facilement plus ou moins les mêmes outils en B2C, B2B, donc là-dessus, pas de souci. Parfait, merci à vous pour cette présentation. Écoutez, je vous propose que nous puissions démarrer avec une question d'ouverture qui va voilà, planter un peu le décor, présenter le contexte. Cette digitalisation des processus de vente, elle consiste en quoi? Quelles sont les technologies impliquées? Pourquoi est-ce que les entreprises considèrent aujourd'hui qu'il est devenu quasiment primordial ou essentiel d'avoir des technologies dans le processus de vente? Voilà, en quoi ça consiste et comment est-ce que vous-même vous le vivez en entreprise ou comment est-ce que vous avez pu aussi le vivre dans votre expérience professionnelle passée, puisque que ce soit Romain Franck ou Lauriane Schmitt, ils ont tous les deux aussi une longue expérience en tant que commercial. Est-ce que vous voulez que je commence? Je veux bien. Allez, comme ça me permettra un peu d'ouvrir et de vous interroger, notamment Lauriane et Romain. Vous avez dit des choses que je trouve intéressantes et je voulais juste vous poser aussi, en profiter pour vous poser une ou deux questions. Peut-être qu'il y a forcément eu une évolution ces dernières années, notamment ces 3 dernières années. Juste pour, en tout cas, parler de l'expérience d'Herbalife. En 2019, et avant 2020 et l'année du confinement, de la pandémie, etc., on va dire qu'on intégrait de plus en plus le digital, à la fois dans notre communication d'entreprise, je pense notamment aux réseaux sociaux type Instagram, Facebook, bien sûr, depuis pas mal d'années, et nos distributeurs dans le processus de vente. Donc, je sais que vous êtes plus dans le B2B, mais on va dire dans le B2C. Là aussi, l'utilisation des réseaux sociaux type Facebook, Instagram, de groupes de clients avec Telegram ou WhatsApp. Mais c'était quelque chose, on va dire, en plus, pas forcément très structuré. Au moment du confinement, donc encore une fois, on est dans la vente directe et dans la relation directe, 95% de nos transactions ou de notre relation client se faisaient en distanciel. Et donc, via des réseaux sociaux, via les Zooms ou d'autres choses, de façon un petit peu au début, alors je dirais pas improvisée, mais on a dû quand même faire très vite. Voilà, on faisait au mieux. Et puis, au fur et à mesure, on s'est structuré. À ce moment-là, on va dire en 2021, voire même encore début 2022,
on pensait que nos secteurs allaient complètement se transformer, n'allaient plus jamais redevenir comme avant. Et que finalement, le digital allait prendre une part très importante. Pour donner un peu une dimension, on a eu une croissance de 35% sur ces 2 années de confinement. Donc, que ce soit nous ou nos distributeurs, on s'est dit, ben voilà, le secteur ne sera plus jamais comme avant. Et voilà. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte, et je pense que dans vos études, et puis tous sur cet appel, on s'est rendu compte que le consommateur ou le client en B2B, il a quand même besoin en partie d'une relation en présentiel, personnalisée, etc. Et donc aujourd'hui, on a évolué, on a mis un peu de temps honnêtement à trouver cet équilibre et cette transition. Et je dirais pas forcément, on utilise souvent le mot hybride, moi je le qualifierais un peu différemment. Je dirais qu'on a créé un portefeuille 360 pour le client. En nous, alors je vais parler du B2C, mais c'est pareil pour le B2B avec nos distributeurs. Et finalement, c'est à la fois des expériences et de la relation en face à face, avec de personne à personne, en groupe, et c'est de la relation du service via des outils digitaux. Et alors, on a aussi du CRM, des ERP et autres. On travaille notamment avec Oracle. Mais au-delà de ça, on s'est rendu compte que les réseaux sociaux type Télé, je ne sais pas si Telegram, on peut qualifier ça d'un réseau social, mais type Telegram ou Facebook, par exemple. D'ailleurs, Facebook, on pense souvent que c'est has-been, mais on peut faire beaucoup de choses avec Facebook. On s'est rendu compte que finalement, c'est un outil de relation client, de communauté, et on peut beaucoup structurer les choses. Et en tout cas, pour planter peut-être un peu quelque chose ou une idée, voilà, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le client, il est au centre du service qu'on va lui proposer, et on lui propose un éventail de plein de services, digitaux ou non digitaux. Et en tout cas, notre philosophie, c'est que c'est lui qui va choisir de quoi il a envie. Au lieu de lui imposer du digital ou de lui imposer du présentiel, on va lui dire voilà ce qui existe. Et à toi, cher client, de voir là où tu te sens le plus à l'aise. Et en plus, ça peut évoluer avec le temps. Donc voilà aujourd'hui, en tout cas, comment on gère les choses. Eh bien, merci. C'est intéressant. Enfin, on le sait hein, que le Covid a beaucoup accéléré la digitalisation des entreprises. Je suis moi-même responsable d'un master sur le e-marketing et stratégie digitale et il se trouve que les étudiants ont réussi à trouver des contrats d'alternance et d'apprentissage sans aucune difficulté, voire même des CDI à l'issue du master. C'était déjà le cas avant le Covid, mais on voit, on voit les choses s'accélérer et on voit aussi des entreprises de toute taille s'intéresser de plus en plus aux réseaux sociaux. Et vous parliez de Facebook qui n'est pas mort, je confirme. Facebook a encore de beaux jours devant lui, enfin Meta. Donc, merci pour ce partage où on commence déjà à avoir une utilisation plutôt innovante du portefeuille médias sociaux, messagerie instantanée pour garder le contact avec les clients et leur offrir plus de personnalisation. Mathieu, Lauriane, je ne sais pas. Non, moi je peux effectivement réagir à ce que Benoît vient de nous expliquer. Ce qui est intéressant de voir, c'est que derrière tous ces éléments de réseaux sociaux, de différents canaux hein, qui se sont développés au fur et à mesure des années, il y a effectivement des outils. Donc on parlait de CRM, de RP, hein, qui sont des outils centraux pour les entreprises. Mais aujourd'hui, il y a aussi une démultiplication d'outils pour faire du SEO, pour faire des campagnes AdWords, pour faire du chatbot. On a vraiment de multiples canaux et de façons de joindre et de joindre nos consommateurs, ou nos clients, nos prospects. Ce qui est important derrière tout ça, c'est finalement la notion de données. C'est d'avoir, et c'est là que le CRM, en tout cas comme on le conçoit chez Divalto, et c'est pareil pour le marché en général, hein, c'est le fait d'agréger, en fait, de consolider ces données et d'avoir un référentiel, on va dire, de données uniques, où on va pouvoir identifier ces différentes sources. Donc, j'ai eu un contact avec un prospect sur un salon, j'ai eu un formulaire entrant sur un site web, j'ai eu un chat avec un prospect sur mon chatbot. Il faut que mon équipe commerciale, mon équipe marketing ait accès à toutes ces différentes données, sache identifier la source finalement du contact, et puis qu'ils puissent travailler sur un outil commun hein, qui leur permette de prendre des décisions éclairées avec une base de connaissances commune, et où on est certain de ne pas avoir de raté, entre guillemets, c'est-à-dire qu'un commercial ou une assistante avant-vente, qu'importe, lorsqu'elle va se connecter à son CRM par exemple, il faut qu'elle ait accès rapidement à une fiche client, sur laquelle l'intégralité des échanges avec le contact sera résumée. Donc, elle va pouvoir tout de suite savoir, tiens, ce client, il est client depuis combien de temps, sur quel type de contrat, quel formulaire a-t-il rempli, quand avons-nous échangé pour la dernière fois, tiens, je vois qu'il y a eu une réclamation par chat il y a 3 jours. Voilà, c'est ce qui va nous permettre une meilleure activité au sein de l'entreprise, de pouvoir faire aussi collaborer tous les différents services
au sein d'une solution, puisque c'est un petit peu la complexité qu'on peut avoir aujourd'hui avec la démultiplication de ces outils. Voilà, il faut contrôler quand même ce à quoi on a accès et il faut se référencier en termes de données communes. Donc, il y a un véritable travail sur la data, effectivement. Voilà, en complément des informations menées par Benoît. Tout à fait, mais merci. Et vous avez raison, aujourd'hui, les outils sont nombreux. Parfois aussi, le choix est difficile, d'ailleurs, puisqu'il existe beaucoup de choses, de savoir dans quoi investir. En tout cas, la donnée est au cœur aujourd'hui, je pense, de beaucoup de stratégies d'entreprise, que ce soit la stratégie commerciale ou autre, d'avoir un bon suivi et de pouvoir donner le sentiment au client que oui, on n'a pas oublié qui il était, on sait qu'on l'a vu pour la première fois sur le salon ou qu'on a eu un premier contact téléphonique. Voilà, de pouvoir enregistrer toutes ces informations, ça devient clé. Oui, Lauriane. Ouais, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure. Alors, moi, je rejoins tout à fait l'idée que Benoît mentionnait qu'au début du Covid, c'est vrai qu'on ne savait pas trop où on allait. Et dans la recherche, c'est ce qu'on voit clairement, les travaux qui ont démarré sur le social selling dans les années 2010-2012. Et moi, j'ai démarré ma thèse, c'était en 2017. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était encore très flou. On ne savait pas trop où on allait. Quand j'interrogeais les commerciaux, quand je leur parlais de réseaux sociaux, ils me disaient les pratiques, je sais pas, j'utilise un peu comme ça, je l'implémente comme je peux. Et finalement, on voit que finalement, ces réseaux sociaux, ils se sont vraiment institutionnalisés dans les pratiques des commerciaux. Notamment, il y a des articles récents qui sont sortis là en 2022 qui démontrent vraiment que le social selling, ça comprend 3 facettes. Donc c'est en anglais, donc Insight, Connect et Engage. Donc Insight, c'est vraiment cette connaissance des clients du marché. Connect, où on essaye vraiment de prendre contact avec ses prospects et ses clients en direct, donc pour éviter un peu cette barrière de l'assistant qu'on connaît tous quand on fait du cold calling. Et finalement Engage, où on essaye d'engager les prospects et les clients. Donc je trouve que c'est important de dire que vraiment dans les pratiques commerciales, là, c'est vraiment, en tout cas dans la recherche, c'est ce qu'on voit. Et je pense que au niveau des pratiques commerciales, on remarque de plus en plus que les commerciaux ont conscience de l'utilisation des réseaux sociaux. C'est plus simplement quelque chose qu'on utilise un peu dans le flou. Et que la majorité des recherches démontrent vraiment l'importance d'utiliser les réseaux sociaux pour augmenter les performances commerciales. Donc ça, c'est vraiment des points qui ont été démontrés dans... je ne peux pas vous dire un nombre précis d'articles, mais dans de nombreux articles, c'est vraiment quelque chose qui a été étudié et démontré. Et pour rebondir sur ce que disait Mathieu, c'est vrai qu'on parle aussi pas mal, alors c'est vrai qu'en recherche, on parle de social CRM, donc c'est aussi l'intégration des données des réseaux sociaux directement dans le CRM. Alors je sais pas si, je pense que ça c'est quelque chose que vous mentionniez aussi avec cette notion de données, mais comme quoi il y a vraiment cet aller-retour qui vient entre les réseaux sociaux et les outils internes. Tout à fait. Et si on reprend effectivement à la base un CRM, originellement, c'était utilisé par des commerciaux pour noter des opportunités, des informations clients, avoir un agenda éventuellement qui lui soit relié pour prendre ses rendez-vous. Aujourd'hui, comme Lauriane vous le disiez, les réseaux sociaux, par exemple, c'est très rarement, enfin, en tout cas, je ne pense pas que ça arrive fréquemment, que ce soit les commerciaux eux-mêmes qui vont aller faire du contenu marketing pour les poster sur les réseaux, pour créer de l'attraction. Là, on a un service de web marketing ou de communication, en fonction des différentes organisations. Donc, encore une fois, c'est cette façon de faire collaborer des équipes marketing avec des équipes terrain ou des équipes commerciales et de pouvoir récupérer des informations de l'une pour les donner à l'autre, etc. Donc, il y a cette vraie importance de relier ce qui est devenu le CRM aujourd'hui, qui est cette multiplateforme interconnectée à des tonnes de solutions, à son besoin originel qui est tout de même de développer du business et de pouvoir mobiliser des équipes de vente sur des leads ou des opportunités. Et donc, c'est bien là que ce lien est super important pour que le travail d'une équipe marketing sur du réseau social ou sur du site web alimente finalement un pipe commercial à destination ensuite de forces de vente qui vont aller faire mûrir ces sujets et développer du chiffre d'affaires. C'est vraiment le but. Pour le coup, c'est un peu ce que j'allais ajouter sur le commentaire de Lauriane et le vôtre, Mathieu. C'était effectivement, originellement, en fait, le CRM, c'était ça, c'était pour remplacer le papier et le crayon en fait, du commercial et sa mémoire et l'aider à avoir un suivi de tout ce qu'il pouvait faire et ne rien oublier, et justement être plus performant sur ces tâches-là. Progressivement, on a rajouté plein de fonctionnalités et là, vous parliez de l'intégration avec les réseaux sociaux. Et Mathieu, vous avez totalement raison. J'ai plein de collègues commerciaux qui n'actualisent pas du tout leur LinkedIn et pour autant,
leur LinkedIn est régulièrement mis à jour avec des nouvelles données sur l'entreprise, des choses comme ça, parce qu'ils ont des services effectivement marketing qui vont publier de l'information sur les sociétés régulièrement sur différents profils, justement pour avoir un contenu actualisé. Et avant, pour ceux qui se souviennent, on avait Viadeo. C'était un petit peu le nouvel annuaire du commercial pour qu'il puisse faire tranquillement ses petites recherches de prospection. Et on voit que ça aussi, ça a clairement évolué avec l'arrivée de LinkedIn, qui a pour le coup explosé Viadeo, et qui aujourd'hui, je crois qu'il y a 40% de la population française qui est sur LinkedIn, ce qui est assez impressionnant pour un réseau professionnel finalement. Et les gens je trouve ça finalement, sont venus une normalité d'être contactés par LinkedIn pour du business, alors qu'avant, c'était quelque chose qui nous dérangeait. Et maintenant, quand on nous contacte justement typiquement pour dire, bah, voilà, j'ai un projet dans telle région, est-ce que vous êtes disponible? Maintenant, les gens sont à l'écoute et je trouve que ça, pour le coup, c'est une belle évolution. Et Benoît parlait de Facebook aussi précédemment. Tout le monde dit c'est un peu le réseau has-been. Si on reprend encore une fois les stats, je crois qu'il y a plus de 60 ou 70% de la population française connectée à Facebook. Et la gestion de groupe Facebook, pour l'instant, personne n'a fait mieux que les groupes Facebook. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles Facebook est encore utilisé. C'est certainement grâce à ces groupes qui permet d'avoir un partage d'informations assez facile, un suivi des profils aussi très utile. Et les réseaux ont vraiment contribué à ça. Et là, on rebondit encore une fois avec Lauriane qui parlait du Covid. Je pense qu'il y a 3 ans, on nous aurait dit faites un rendez-vous commercial en visio. On aurait été, mais de quoi, comment vous voulez qu'on fasse, de quoi vous me parlez? Alors que maintenant, on fait une conférence en visio. On est tous OK avec ça. On a tous Zoom installé sur notre ordinateur. On est tous plus ou moins à l'aise si on doit changer d'outil. Donc, on voit clairement que la digitalisation a été accélérée là, sur les 2 dernières années. Et même là, si on doit poursuivre un peu avec ChatGPT, les chatbots, là, ça fait 4-5 mois que ça existe, ça a tout explosé. Donc forcément, ça va impacter le métier du marketing et même du commercial, dans la prospection, dans la génération des mails, des leads. Là, il y a une accélération énorme. Donc j'essaie de pas trop non plus donner d'infos parce qu'on peut débattre de presque tout là, avec l'actualité récente. Mais je pense que Benoît avait raison sur l'idée après le Covid, on avait tous espoir, ou du moins on avait tous l'idée que ça allait rester comme ça allait rester en tout numérique. Et finalement, on voit qu'il y a un espèce de retour arrière où les gens veulent du vrai contact, du vrai physique. Là, on le voit, je ne sais pas si vous avez avec la dernière nouveauté Meta, sur le métaverse. Finalement, on voit que Disney vient de licencier les salariés Meta pour abandonner le projet Meta. Tencent va annuler ses projets sur Meta. Facebook est en train de rediriger les équipes Meta sur l'intelligence artificielle. Donc, on voit typiquement que l'esprit de la numérisation qu'on imaginait avec les conversations du métaverse, tout doucement, les gens en reviennent et repartent vers du vrai relationnel. Et pour ceux qui le souhaitent, un petit peu d'hybride, un petit peu de numérique. Mais il n'y a pas de… Enfin, selon moi et selon les recherches qu'on a vues, comme disait Lauriane, il n'y a pas de 100% numérique ou de 100% physique. Il y a souvent un peu un espèce de monde au milieu qui existe où les gens font leur choix assez facilement. En ce moment, je veux voir des gens. Là, j'ai pas le temps, le numérique, ça me convient très bien, mais je préfère quand même peut-être du physique. Donc là, c'est vrai que c'est pratique. Les gens peuvent choisir en fait sur ce qu'ils veulent faire et la façon d'être contacté. Est-ce que je vais être contacté en physique ou en digital? Et ça, pour le coup, c'est vraiment pratique. Oui, si je peux intervenir. En fait, le principe de base, c'est que plus on facilite le travail d'un commercial, plus il est performant. C'est assez ancien comme concept, mais ça marche toujours. C'est-à-dire qu'effectivement, toute la digitalisation, la remontée de leads, les réseaux sociaux, tout ça, c'est très important. Mais derrière tout ça, il y a le traitement documentaire. Il y a le juridique aujourd'hui qui s'est renforcé, avec, notamment en Europe, avec les nouvelles réglementations. Et c'est vrai que nous, on intervient, si vous voulez, on est dans les add-ons de CRM, de logiciels de jet comme DocuWare, etc., SharePoint et compagnie. On apporte tout un ensemble de fonctionnalités dans le documentaire qui résout beaucoup de problèmes pour les commerciaux dans la vente directe. Il faut dire que la vente directe, je connais depuis plus de 30 ans maintenant, parce qu'on a eu la chance d'avoir un certain nombre de clients dans ce domaine. Et ce qui est important, vu le turnover qu'il y a dans les commerciaux, d'une part, l'intérêt de garder aussi un historique, et aussi de plus en plus sur le plan légal, de pouvoir prouver, par exemple, qu'un document a été signé avant un autre,
que comment dirais-je, qu'il n'y a pas de possibilité de fraude de la part d'un commercial indélicat qui signerait la place d'un client pour essayer d'avoir une commission, etc. Chose qu'on a malheureusement déjà vue. Le traitement documentaire qui est derrière tout ça, qui est entièrement effectivement digitalisé, mais qui permet aussi d'avoir non seulement un suivi, comment dirais-je, une raison légale avec, comment dirais-je, avec valeur probante, etc. Il est important aussi, au niveau même du recrutement, au niveau des tests qu'on fait passer, des satisfactions, des questions de satisfaction qu'on peut faire passer à des clients pour renforcer notre position marketing, y compris vis-à-vis de notre propre réseau, en disant, regardez, voilà ce que pensent nos clients aujourd'hui de nos produits, de notre réseau, de notre approche, de ceux qui nous ont rejoints. Il est important d'avoir une base documentaire qui est derrière, parce que nous, on ne s'occupe que de cela, une base documentaire derrière qui soit interactive et qui renforce la légalité. C'est pour ça qu'on est en plus, par rapport à plein de CRM, je vous rejoins et ça rejoint une question qui vous a été posée dans le chat. D'ailleurs, c'est une question pour Monsieur Ecker sur ces aspects aussi éthiques. Et voilà, comment est-ce que vous arrivez à intégrer ça dans votre stratégie commerciale? Comment vous arrivez à vendre en ligne et en même temps à ne pas pénaliser les conseillers qui peuvent effectivement se retrouver peut-être dans une forme de concurrence par rapport aussi à la gestion. Et le fait, par exemple, pour un conseiller de pouvoir sur sa tablette faire signer un contrat en double authentification avec son client, il est en face de son client veut signer le contrat, il dit attendez, il y a deux choses, il y a un devoir de conseil, par exemple, à faire signer d'abord, et ensuite un contrat. Donc, je ne veux pas vous couper, mais je suis quand même obligée de le faire. Je suis désolée. En fait, j'ai demandé aux 80 participants d'attendre la fin de la table ronde et de poser leurs questions par messagerie. Donc, du coup, je redonne la parole aux experts. Mais n'hésitez pas, si vous avez la question, posez-la et on la reprend dans quelques minutes. Alors, pour essayer de... Allez-y, oui. Oui, pour essayer de répondre à ce point, je pense que ce qui a évolué, je vais arriver à cette question, mais ce qui a évolué aussi, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que l'entreprise qui s'exprime sur les réseaux sociaux. Romain, vous avez abordé le sujet LinkedIn, par exemple. Effectivement, aujourd'hui, il y a des salariés qui s'expriment. Nous, dans la vente directe, on a des distributeurs qui s'expriment. On a fait appel à une société qui analyse notre e-réputation. On s'est rendu compte que 80% du flux sur nos réseaux sociaux venait de nos distributeurs et non pas et par définition seulement 20% étaient entre guillemets institutionnels faits par nous. Donc là où il y a un enjeu aussi, et encore une fois je vais répondre à la question, c'est qu'il y a un enjeu de pédagogie et de formation. Alors pour les commerciaux de toute façon il y a un point clé qui est de les former sur les réseaux sociaux, d'expliquer le pourquoi, comment on communique sur les réseaux sociaux, comment on réagit. Et nous, de façon plus concrète, on a aujourd'hui 2 personnes qui sont dédiées, qui s'appellent un service qui s'appelle Member Practices Compliance. C'est d'être sûr que les gens, dans leur comportement, alors qu'ils soient offline, mais aussi surtout online, ça soit en phase, donc compliance, avec notre éthique, avec nos règles, avec la protection des données. Monsieur qui intervenait avant parlait justement je pense, du RGPD. Mais donc c'est les nouveaux enjeux pour nous. C'est de former les personnes qui sont amenées à s'exprimer. Et aujourd'hui, de dire à des commerciaux ou à des vendeurs, interdiction de communiquer, c'est nous qui devons tout prendre. C'est une stratégie, ce n'est pas la nôtre en tout cas. Nous, on est plutôt dans la stratégie de les former, de les équiper avec un cadre. S'ils sortent du cadre, on les reforme. S'ils sortent trop du cadre, eh ben, on fait d'autres choses. Mais voilà, et en tout cas, aujourd'hui, c'est plutôt une force que nos commerciaux, nos forces vives puissent s'exprimer parce qu'ils ont une part de voix qui est très importante et qui en plus est très authentique, là où parfois la parole des entreprises est remise en question. Donc, elle est très naturelle, mais c'est quelque chose qui s'accompagne en amont. Donc, ça, c'est pour la partie, je dirais, éthique commerciale. Et c'est des discussions qu'on a avec nos vendeurs, distributeurs, cette éthique. Et après, juste de façon très précise sur la deuxième question qui a été posée, nous, on ne vend pas en direct sur le digital. La relation se fait. Et ensuite, il y a une transaction commerciale qui se fait entre le distributeur et le vendeur. Et nous, en tant que compagnie, on fait ce qu'on appelle le dropshipment. Donc, on encaisse le paiement et on livre directement au client. Mais ce n'est pas du e-commerce. Ça reste de la vente directe. Voilà. J'espère que j'ai répondu aux 2 points de la question. Très bien. Merci beaucoup. Je vois effectivement que
Je passais pour Narek Avanessian qui avait posé la question. Est-ce que ça vous convient? Si ce n'est pas du tout ça, vous me dites. Hein. C'est ça. On recommence. On recommence, exactement. Non, j'ai l'impression que ça convient. En tout cas, on n'a pas d'autres commentaires. Vous parlez de l'accompagnement des commerciaux, parce qu'effectivement, il y a aussi un travail de formation à faire. Alors, il y a certains outils qui s'approprient très facilement. Il y en a peut-être d'autres qui demandent plus de temps. Il y a peut-être d'autres aussi qui peuvent les mettre un peu en concurrence, où ils peuvent se sentir menacés. On parlait d'automatisation tout à l'heure. Est-ce que ce sont aussi des choses qui font écho dans vos forces de vente? Voilà. Est-ce que vous avez mis en place des outils d'automatisation pour supprimer certaines tâches? Est-ce que Lauriane nous parlait de performance commerciale qui était plutôt accrue depuis l'utilisation des outils. Est-ce qu'il y a aussi des cas ou des circonstances où voilà, les commerciaux se sentiraient peut-être peut-être moins à l'aise, peut-être frustrés aussi dans leur pratique de travail, parce que la relation client est différente aussi. Hein, ça veut dire de pouvoir s'adapter à un nouveau mode de communication, enfin à des nouveaux modes, puisqu'il y en a plusieurs. Voilà, et là, ce serait peut-être une question aussi pour les travaux de Romain, qui a travaillé sur le bien-être des commerciaux. Oui, oui, effectivement. Alors, c'est assez amusant parce que Mathieu parlait effectivement des CRM et de l'intérêt clairement pour les commerciaux. Et du coup, pour en avoir vendu quand même quelques années, un certain nombre, alors, je vais faire l'anecdote tout de suite. Donc, on était une société qui vendait des CRM, beaucoup de CRM. Et pour autant, parmi notre force de vente, on était un peu plus d'une dizaine. On était seulement 5 ou 6 à réellement se servir de CRM. Donc, ce qui était très, très surprenant pour des commerciaux qui vendent des CRM. Mais il l'expliquait par le fait qu'eux n'étaient pas forcément très à l'aise avec la technologie ou qu'ils avaient l'impression En fait, on avait directement dans nos forces de vente les exemples parfaits d'objections qu'on pouvait avoir chez nos clients, qui étaient parfois la perte de savoir via le CRM, disant bah là, je mets toutes mes données dans un CRM, quelque part, je suis remplaçable. Donc après, ce sont des craintes un peu légitimes, mais qui, pour le coup, pour moi, n'ont pas trop de sens parce que un bon commercial, ça va plutôt être toute sa force de relation, sa force de persuasion, plus que vraiment le savoir historique du client, et qui va être utile à clairement d'autres services, comment ça a été vendu, les échanges qu'ils ont pu avoir, les conditions qu'il y a pu avoir. On reprenait aussi un petit peu le commentaire de Daniel, je crois, sur l'aspect légal. Donc, le CRM, pour ça, est très pratique. Et il est vrai clairement que le CRM, certains commerciaux ne sont pas à l'aise avec ça. Parce qu'ils ont la sensation que ça leur rajoute du travail, ils ont la sensation d'être un petit peu surveillés aussi. Après, encore une fois, le proverbe dit « se sent surveiller celui qui a besoin de l'être ». Je trouve plutôt justifié parce que pour moi, le CRM, c'est clairement un accélérateur de business. Je ne le vois pas autrement que ça. Ça nous permet d'être plus performants, de rien oublier, clairement. Je pense que le métier de commercial, il y a un métier très prenant sur le nombre de choses à faire dans une seule journée. Et l'avantage du CRM, c'est qu'il vous permet justement de rien oublier, d'avoir un suivi, d'avoir aussi une vision sur votre business, sur les points que vous devez relancer, sur les affaires que vous devez suivre. Enfin, là, je fais le métier de Mathieu en vantant les mérites du CRM. Mais outre les côtés parfois négatifs que certains peuvent percevoir à l'adoption, surtout du CRM, parce qu'une fois qu'ils ont perçu les intérêts des CRM, on n'a plus de problème. Parce qu'ils ont vraiment vu que ça y est, il y avait un intérêt certain à utiliser les CRM ou d'autres outils. Et du coup, il n'y a plus de frein, il n'y a plus aucun souci. Mais souvent, le plus dur, c'est le moment où il y a l'adoption, où on doit les convaincre effectivement que ça va être bénéfique pour eux, que ça va apporter plus de choses bénéfiques que de freins ou justement de problèmes. Et c'est là le moment le plus dur, c'est quand on doit l'expliquer à chaque commercial. Parce que si on prend à l'organisation, si on pense à la société, le CRM, il n'y a aucun débat, c'est parfaitement utile. Là-dessus, on est tous convaincus. Et si on redescend au plan individuel à chaque commercial, c'est là où il y a la friction du qu'est-ce que ça va m'apporter par rapport à qu'est-ce que ça va me coûter. Et c'est là-dessus, effectivement, que le commercial doit jongler et bien expliquer qu'effectivement, eh bien, il va gagner plein de choses, que mine de rien, ça va lui automatiser des choses administratives qu'il n'a pas forcément envie de faire aussi ou qui sont assez rébarbatifs pour lui. C'est censé lui libérer du temps pour faire là où il est bon, pour faire du relationnel et faire du contact et du dialogue avec le client. Et pour moi, c'est l'intérêt ultime des outils digitaux, c'est de maximiser le temps utile et la plus-value du commercial qui est d'être sur le terrain à discuter avec ses clients et ses prospects
Et pour moi, enfin après là, c'est que mon avis personnel, le commercial, son job, c'est de faire du relationnel. Et les outils lui permettent de le faire plus facilement. Ouais, de préparer en amont C'est un ça, rendez-vous éventuellement. effectivement, il va être préparé parce qu'il va avoir l'historique du client, il va pouvoir se souvenir de tout ce qu'il a pu dire, tout ce qu'il a pu échanger, de pouvoir comparer avec des clients qui ont des profils similaires. Ah bah regardez, voilà. Et encore une fois, j'ai tendance à trop m'emballer, donc Jessie, n'hésite pas à m'arrêter. Mais pour moi, les outils sont vraiment, il y a des facteurs vraiment, il y a tellement des points positifs à l'utilisation des outils que, mis à part le côté adoption et risque de surcharge avec de nouvelles choses à faire, des nouvelles tâches à rendre, des nouveaux problèmes, dans l'absolu, les bénéfices sont vraiment énormes. D'accord. Je ne sais pas si c'est Mathieu qui voulait réagir ou… Je peux. Moi, c'est vrai que je me retrouve beaucoup dans les paroles de Romain parce que j'ai été moi-même formateur sur ce qu'on appelle le change management, hein, donc la gestion vraiment de l'adoption des utilisateurs, où là, il y a plusieurs organismes certifiants qui peuvent accompagner des projets et puis des cabinets de conseil qui sont spécialisés là-dedans. Il ne faut pas oublier un des premiers freins qu'on pouvait avoir avec le CRM et qui a pu faire peur, je pense, historiquement. C'est l'aspect de contrôle. Un commercial avait un portefeuille client, il maîtrisait ce portefeuille et là où on a pu avoir peut-être des dérives, en tout cas dans les premières installations de CRM, c'est pour les entreprises de récupérer ce portefeuille de clients, de venir déshabiller quelque part le commercial de ses possessions et de son expérience. Ça peut faire peur. Maintenant, aujourd'hui, bon, je rejoins totalement Romain sur l'utilité d'un CRM. Hein, le but, c'est de vous aider à vendre, c'est de vous accompagner. Maintenant, le changement, comme on le disait, il est organisationnel d'un côté, mais il est surtout individuel. Chacun va passer à travers différentes phases d'adoption, différentes résistances, différentes sensibilités, etc. Et ça, il faut les adresser. Et il faut les adresser, alors là, je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais essayer d'être très court, mais avec méthodologie. Donc, c'est-à-dire qu'il faut impliquer notamment le management, il faut qu'il y ait un sponsorship fort dans le projet, il faut que quelqu'un tienne ce projet, puisse expliquer voilà, pourquoi on fait ce changement, qu'est-ce que toi tu vas gagner utilisateur à ce changement, et il faut accompagner ce changement dans la durée. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement du message hiérarchique descendant, on va avoir un CRM et tu vas l'utiliser et puis c'est comme ça, sinon tu prendras un avertissement et puis basta. Il faut bien expliquer voilà, qu'est-ce que tu vas y gagner, le what's in it for you dont Romain parlait finalement. Et puis ensuite, il faut faire les preuves par l'utilisation. Donc, il faut aussi impliquer, ne serait-ce que dans la gestion du projet de mise en place de digitalisation d'un processus commercial, impliquer ses utilisateurs, impliquer leurs managers, faire vraiment, voilà, leur apprendre comment communiquer, comment faire redescendre ces messages pour que tout le monde soit aligné finalement sur un objectif commun. Ensuite, on ne pourra pas convertir l'intégralité de la force commerciale. Il y aura toujours des éternels, alors, vous voyez le loup solitaire dans le chat, mais des éternels mécontents qui n'utiliseront pas la solution ou qui la décriront. Et à la limite, tant mieux, ça nous fait des résistances à gérer et c'est pas grave. Le but, c'est pas de convertir l'intégralité des personnes, c'est bien d'en convertir la grande majorité. S'il y a des éternels résistants, ils seront toujours résistants à n'importe quel changement. Donc, laissons-leur résister, mais outillons ceux qui ont envie de changer et donnons-leur les bonnes clés, quoi. Oui. Si je peux, tout à fait. J'ai l'expérience justement sur les deux sujets qu'ont évoqués Mathieu et Romain, c'est que déjà, il faut se dire, je pense, en tant qu'entreprise, il y a une notion de transition. Il faut pas être trop pressé et frustré parce que ce n'est pas fait du jour au lendemain, parce que sinon, les collaborateurs sentent la frustration. Donc, il faut accepter ça. La deuxième chose, et ça va répondre en partie à la question, c'est qu'on utilise beaucoup, nous, la notion de partage de bonnes pratiques. Et il y a des gens comme ça qui vont être adopteurs ou adoptés plus rapidement que d'autres, et c'est chouette. Il y en a, ça va être un peu plus lent et ils ont d'autres qualités. Et donc, c'est de mettre en avant aussi ceux qui ont des bons résultats avec ça, qui est un peu de pédagogie, parce que quand ça vient d'une direction ou de personnes dans un bureau où les commerciaux vont se dire, bon, de toute façon, lui, c'est facile, il est dans son bureau, regarde les chiffres, il ne comprend pas forcément la réalité du terrain, ce qui n'est pas toujours faux. Donc ce qui est parfois vrai. Donc c'est bien d'utiliser aussi et de créer, nous, ce relationnel avec nos vendeurs ou nos commerciaux et de prendre le temps vraiment de comprendre ceux qui y arrivent, ceux qui y arrivent un peu moins et de faire témoigner ceux qui utilisent ces nouvelles technologies. Et aussi de les rassurer. Romain, vous avez touché un point, c'est que
quand on parle de digitalisation, on pense que c'est au détriment de quelque chose, et notamment du relationnel, du plaisir au travail même aussi. Et en fait, il faut aussi écouter le feedback des collaborateurs et d'utiliser les technologies comme effectivement un gain de temps, mais pas au détriment du plaisir au travail, et pas au détriment de la relation commerciale, et pas au détriment des émotions. Et voilà, donc voilà, c'est un processus quand même assez lent. Il faut être conscient de ça, il faut être patient. Et je vous dis, moi, nous un point qu'on fait beaucoup et qui marche toujours bien, c'est de faire témoigner ceux qui ont ces avancées, et au fur et à mesure d'aspirer un petit peu tout le monde. Et juste, moi, il y a un truc que je trouve fantastique. Par exemple, dans notre réseau de distribution, on a maintenant quasiment 40% de nos distributeurs qui ont moins de 30 ans, donc on a beaucoup de jeunes, mais je suis émerveillé par les plus de 60 ans qui utilisent les réseaux sociaux. Donc c'est aussi quelque chose, une idée reçue qui est fausse, de se dire, OK, je vais les plus anciens, alors je vais essayer voilà, je vais adopter une stratégie différente, ou je laisse tomber ou autre. C'est juste qu'il y a une pédagogie parfois différente à avoir, mais qu'après, ça marche très bien aussi. Et voilà. Et donc, la digitalisation, c'est vraiment un outil pour tous, mais à condition de le faire avec un peu de patience, de la pédagogie, et en utilisant ces bons éléments pour partager. Voilà. Très bien, mais merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Oui, Lauriane, vous souhaitiez aussi… Juste pour compléter d'un point de vue académique, donc Benoît, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit et mentionné, et ça, c'est des études qui ont démontré que l'utilisation des réseaux sociaux, par exemple, par les pairs, ça a amené à une meilleure performance du commercial. Donc, effectivement, cette utilisation des réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui doit se faire en équipe, et c'est en équipe, du coup, que le commercial, il va vraiment réussir à exceller. Ouais. Voilà. Ouais. Et ça rejoint aussi ce que Mathieu disait tout à l'heure sur le fait qu'en intégrant les données, ça suppose aussi que les uns et les autres travaillent, les différents départements entre eux. Il y a cette tendance du marketing qui justement, et cette fusion, en tout cas cet alignement entre les ventes et le marketing qu'on voit de plus en plus forte, notamment aussi parce que les stratégies digitales l'encouragent, d'avoir plus de liens entre marketing et commerciaux. C'était aussi un des résultats de la recherche internationale qu'a présenté le professeur Rouziou tout à l'heure à 14h30, où elle expliquait que voilà, ça faisait partie des grands défis, notamment pour les commerciaux en Chine. Il le présentait comme un des défis, de pouvoir travailler marketing et commerciaux ensemble, main dans la main. Donc oui, il y a cette notion de loup solitaire, je pense, tend à disparaître. Aujourd'hui, voilà, c'est un bon commercial, c'est quelqu'un qui sait collaborer, qui sait se servir aussi des outils. Alors, on a des questions dans la messagerie instantanée là, qui nous demandent, voilà, est-ce que finalement, on ne favorise pas certains commerciaux qui auraient, eux, les outils par rapport à d'autres qui peut-être seraient plus résistants ou moins digitalisés. Bon, est-ce que ce sont des choses que vous avez vous-même constatées Alors, si cette fois, plutôt que de parler de mon expérience, je vais plutôt parler de mes travaux de recherche. Pour le coup, plus on va être amené à utiliser des réseaux, enfin, que ce soit des réseaux sociaux ou des technologies type CRM, plus nos performances de vente vont s'améliorer. Là-dessus, la littérature est assez unanime sur le fait qu'il y a un lien entre les deux. Ça va jouer par plein d'effets, bien sûr, mais dans l'absolu, l'utilisation des technologies d'aide à la vente va améliorer les performances commerciales. Là-dessus, malheureusement, il n'y a pas de débat possible. Donc oui, mécaniquement, ceux qui ne vont pas sur les techniques des nouvelles technologies vont être un peu défavorisés par rapport à ceux qui y vont, mais ils vont peut-être compenser par d'autres automatismes qu'ils ont par leur expertise du métier. Donc, ils ne vont pas non plus être totalement mis à la rue par rapport à ceux qui s'en servent, mais on voit quand même clairement que les technologies dans la littérature et dans le monde académique favorisent les performances quand même. Et en même temps, Romain, je pense qu'il faut challenger les gens en se disant que l'environnement évolue et c'est comme ça, c'est la vie. Je veux dire, moi, dans mes fonctions, j'ai dû me former aux réseaux sociaux, à comment fonctionne Instagram, l'algorithme de Facebook, voilà. Et pourtant, et c'est pas évident de se remettre en question, de se dire mince, je suis déjà un petit peu out, donc il faut que je me remette dedans. Et je donnais l'exemple de certaines personnes de plus de 50 ans, plus de 60 ans qui étaient fantastiques sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il faut plutôt essayer de le tourner. En tout cas, moi, j'essaye de faire ça comme ça, de prendre ça comme une source de stimulation un peu intellectuelle, quoi. L'environnement change
les gens qui vont, c'est un peu la théorie de Darwin, quoi, hein, c'est pas les plus forts qui réussissent, c'est ceux qui s'adaptent le mieux à l'environnement. Et c'est comme ça, on est dans un environnement qui change incroyablement vite. Et c'est pas, en ce moment, on voit, c'est pas les meilleurs commerciaux qui réussissent, c'est ceux qui sont le plus à l'aise avec les petites finesses d'évolution, qui sont curieux. Et voilà. Et il faut aussi mettre un peu les gens en face d'une certaine réalité. Là, je suis un peu plus dur cette fois, mais c'est comme ça. Et on met en avant, par rapport à la question, on essaie de mettre en avant tout le monde, mais on met en avant ceux qui réussissent. Alors après, stratégiquement, nous, on va essayer de mettre des commerciaux avec des profils d'âge, de sexe, de background un peu différents, mais on met en avant ceux qui ont quelque chose à dire et qui évoluent et qui réussissent. Et vous parliez avant, Romain, je crois que c'était vous, Lauriane, de ChatGPT ou de l'intelligence artificielle. Bah, ça va faire partie de notre quotidien dans 3 ans, ou peut-être déjà un petit peu aujourd'hui, mais on ne peut pas passer à côté de ça. Donc, il y a aussi malheureusement enfin, malheureusement, non, c'est chouette. Sinon, nos métiers, ils seraient un peu chiants, hein, si c'était la même chose pendant 40 ans. Donc voilà, il faut aussi dire aux gens que c'est ça, et aux commerciaux notamment. L'environnement évolue et si on veut être bon, il faut s'adapter à ça. Mais c'est source de beaucoup d'épanouissement aussi. Voilà. Ce que disaient effectivement Benoît et Mathieu, on retrouve un peu le besoin d'ambassadeurs au sein des sociétés. On a besoin de ces super utilisateurs qui vont être, entre guillemets, les commerciaux de l'interne, quoi. Tout à fait. Oui, je pense qu'on peut revenir également à de l'organisationnel, c'est-à-dire que des outils, il y en a pléthore, comme on le disait. Maintenant, est-ce que les commerciaux ont pour vocation de monter sur tous ces différents outils et de maîtriser toutes ces nouvelles technologies? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on a différentes personnes et départements au sein de la société. On va avoir un département web marketing qui sera peut-être un peu plus jeune, avec plus de geeks, entre guillemets, qui vont maîtriser toutes ces technos. Et qui vont en ressortir en quintessence finalement des leads, des choses très factuelles, très traitables par des commerciaux, qui eux vont d'une certaine façon récupérer le fruit du travail de leurs collaborateurs sans avoir à rentrer dans cette difficulté technologique ou ces outils plus performants. L'objectif, c'est bien qu'on leur livre finalement du lead, qui puisse aller ensuite le traiter. De là à les transformer en super ambassadeurs sur les réseaux sociaux ou sur des outils de web marketing, je ne suis pas persuadé. Je pense que chacun a son rôle. Et le rôle d'un commercial, on l'a dit, c'est effectivement le contact client. D'autant plus, vous parliez avant, Jessie, de S-marketing, de S-marketing, du coup, de smart marketing. Je pense qu'aujourd'hui, ça montre bien la collaboration accrue qu'il y a entre un département marketing et un département commercial. On est passé, à mon sens, et de ce que j'ai pu en lire, je n'ai pas le niveau de recherche de mes collègues ici, Lauriane et Romain, mais on passe de plus en plus de stratégies de vente qui étaient très sales-oriented, des sales-led. On va se concentrer d'autant plus sur le produit aujourd'hui, donc on va être sur du product-led. Et la différence entre le product-led et le sales-led, finalement, c'est que le sales intervient de plus en plus tard dans le cycle de décision et dans le processus d'achat des consommateurs. Alors, je modère mes propos en fonction, bien sûr, des différents marchés, des différents produits qu'on va vendre, du B2B, du B2C, etc. Mais l'évolution fait que tous ici présents, on va sur TripAdvisor avant d'aller au restaurant, on va sur Allociné avant d'aller voir un film. Donc, on sait s'informer par nous-mêmes de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, d'aller chercher des avis, d'aller chercher des commentaires, des témoignages. Donc, on va faire rentrer le sales beaucoup plus tardivement dans cette phase-là. Et c'est là que le marketing prend beaucoup plus le relais sur la production de contenu, sur la production de témoignages, sur des vidéos, sur plein de choses. Et c'est bien le fruit de ce travail marketing qui va ensuite être passé aux commerciaux. Et là, on a je sais que nous, on utilise des choses qui peuvent paraître, par exemple, assez innovantes. Hein. On a un partenaire qui s'appelle GetQuanti, qui est capable d'identifier les visiteurs de votre site Internet, de faire le lien entre leur adresse IP et leur société. Et donc, notre département marketing, par exemple, est capable de savoir à tout moment quelle société a visité le site Internet, sur quelle page il a passé du temps, combien de temps il a passé sur une page. Et il va pouvoir donner toutes ces informations aux commerciaux. Et là, on est déjà, effectivement, le commercial, lui, n'a rien vu de ces outils-là, mais il sait qu'il peut contacter Romain demain en lui disant, tiens, est-ce que vous avez un projet CRM? Ah, ça tombe bien, j'étais sur votre site hier. Ah, quel hasard, c'est super. Et hop, le commercial a d'autant plus de réactivité. Il est là au bon moment grâce aux infos que le marketing lui a fournies finalement. Donc, cette collaboration et de ce marketing-là, je pense que c'est vraiment l'avenir. Le futur, oui.
Et écoutez, je vous remercie beaucoup. C'est vrai qu'il y aura encore plein d'autres sujets à aborder, mais on me rappelle que le temps file et qu'il y a une autre session qui démarre à 16h et que normalement, il y avait une pause de 15 minutes. Donc, la pause sera raccourcie pour les participants. J'en suis fort navrée. Bon, on n'a pas démarré à l'heure. Ça, c'est pour ma petite défense. On a démarré quand même avec quelques minutes de retard. Mais merci vraiment à tous les quatre pour vos partages d'expérience. Voilà, on voit qu'il y avait encore plein d'autres ouvertures et plein d'autres discussions à avoir sur cette digitalisation de la force de vente. Merci à vous pour toutes les personnes qui étaient en ligne, qui ont pu écouter, participer, poser des questions. Et puis, c'est loin d'être fini, puisqu'on a une session qui démarre, une session académique cette fois-ci avec des anciens chercheurs qui vont présenter les résultats de leurs études. Donc, n'hésitez pas à consulter le programme pour rejoindre la session en français ou la session en anglais.